Sunday Night Production. Jeudi 1er août marque le début des épreuves d'athlétisme lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors quelles sont nos meilleures chances de médaille ? On va décortiquer les performances, les attentes et même les petites polémiques qui chauffent les esprits. Alors préparez-vous à un échange sans filtre, c'est parti. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Trail, route, piste ou encore triathlon, chaque lundi, venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute. Soyez les bienvenus sur le podcast Dans la tête d'un coureur pour un épisode un peu spécial puisque ça fait 100 ans que la France n'avait pas accueilli les Jeux Olympiques et pour le grand retour des Jeux dans le plus beau pays du monde, doit-on s'attendre à une avalanche de records du monde ? Quels sont les favoris français pour décrocher des médailles ? Quels sont aussi les secrets, les scandales de cette édition 2024 ? Eh bien, pour explorer tous ces sujets brûlants, j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Fred, véritable encyclopédie de l'athlétisme. Il est également entraîneur au groupe élite du Stade français athlétisme et puis auteur du livre à succès 10 000 exemplaires vendus, Running Renfo. Autant vous dire que c'est un honneur de l'avoir dans ces circonstances un peu particulières. Salut Fred, comment est-ce que ça va ? Est-ce que tu profites bien de ce début des Jeux Olympiques Paris 2024 ? Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Les JO ont commencé maintenant il y a quelques jours et c'est une véritable fête. Et je me languis que l'athlé commence enfin parce que même si j'adore tous les sports qui sont passés jusqu'à présent et qui nous ont donné d'énormes émotions, je pense que l'athlé nous en donnera encore plus. C'est vrai que je te suis sur les réseaux sociaux et t'es au taquet. Hein. Je crois même que t'as posé des vacances, tu suis tout, t'es là, tu commentes à chaque réussite, t'es très réactif. Vraiment, tu t'es pris au jeu. Et pour cet épisode spécial, nous avons aussi le plaisir de recevoir Nolwenn Pincivi, journaliste indépendante à la rédaction de Sunday Night Production. Salut Nolwenn, tu nous as préparé quelques petites chroniques particulièrement croustillantes pour piquer un peu la curiosité de nos auditeurs et de nos auditrices. Comment est-ce que ça va Nolwenn ? Est-ce que toi aussi tu profites un peu des Jeux à Paris ? Mais ça va très bien, merci. Alors oui, moi je dors JO, je mange JO, je vis JO. J'ai qu'une hâte, c'est de enfin pouvoir être dans le stade et encourager nos athlètes. Vous avez pris un peu des places ? Vous allez un peu vous déplacer sur les stades ? Alors moi pas du tout pour l'athlé, je serai sur le bord de route du marathon évidemment parce que voilà, mais voilà, peut-être à tort, je profiterai pas de l'ambiance du Stade de France, mais je pense que je verrai bien mieux depuis ma télé. Et voilà. Et puis, on va être aussi honnête, les places qui avaient vraiment de bons placements étaient à des tarifs qui dépassent mes capacités. J'aurais dû te facturer bien cher, mon cher Guillaume, si je voulais y aller. Et toi, Nolwenn ? Oui, moi j'y serai vendredi soir pour une séance d'athlé. Bon, bah écoutez, c'est vrai moi je trouve qu'on profite quand même plutôt pas mal depuis la maison. Surtout que, bon, comme tu l'as dit, hein, si on voulait des bonnes places, c'était quand même pas donné. Alors, on va discuter dans cet épisode, on va revenir sur le triathlon qui a lieu, qui s'est déroulé il y a quelques heures. On va parler ensuite des épreuves de demi-fond, de fond, de la piste et on terminera par le marathon. Mais avant ça, il y a déjà, on va un petit peu parler aussi des autres épreuves. On va pas faire les chauvins à parler que de course à pied. Est-ce qu'il y a déjà un athlète qui vous a impressionné ? Je crois que la France, là, on est 3e au classement des médailles, pour l'instant en tout cas. On est quand même assez surpris, hein. On nous avait prédit un peu une catastrophe. Ça n'a pas l'air d'être le cas en tout cas pour l'instant. Est-ce que toi déjà il y a des athlètes qui t'ont surpris, Fred ? Alors moi, une athlète qui m'a impressionné, c'est Clarisse Agbenienou qui fait médaille de bronze. Au judo. Et en fait, pourquoi elle m'impressionne ? Parce qu'elle est, pour ceux qui suivent le judo, elle est double championne olympique en titre, multiple championne du monde. Et on pourrait penser qu'une médaille de bronze à domicile, c'est quand même super, même si elle était venue effectivement pour autre chose. Et on a vu toute sa détresse une fois le combat fini. Elle avait remporté sa médaille et on voyait bien que pour elle, c'était un échec. Et je pense que là, on touche vraiment du doigt ce que c'est le sport alors pas de haut niveau, mais de très haut niveau. C'est-à-dire que l'exigence est telle, et l'exigence de l'athlète vis-à-vis de lui-même est telle, que même finalement, une médaille de bronze sur le coup, alors peut-être que dans quelques semaines ou quelques années, elle se dira ouais, c'était quand même bien, mais sur le coup, c'est comme si elle n'en avait pas eu, on va peut-être pas aller jusque-là, mais on a ressenti ça et pour moi, c'est vraiment ça, une athlète de très haut niveau, c'est pas se satisfaire de pas être arrivée là où elle voulait arriver. Et toi, Nolwenn, Alors, moi, Clarisse m'a émue aux larmes, je le cache pas.
J'étais très heureuse qu'elle puisse faire une 3e place. Je pense qu'elle revient de loin. Elle a eu sa petite. Donc toi, ça doit te parler Bien aussi, sûr, bien sûr. son retour. Après, on en reparlera, je crois, mais j'ai été impressionnée ce matin par Emma Lombardi sur le triathlon. Pas de médaille, 4e, mais ouais, belle performance. Mais je pense qu'elle fera partie des relayeurs et je lui souhaite d'avoir la médaille dans ce cadre-là. On a Pauline aussi, hyper émue, on l'a vu au Trocadéro. Léon aussi, notre Usain Bolt de la natation. Impressionnant, c'est vrai que... Et là, on se rend compte aussi des qualités génétiques. On voit quand même que là, on n'a que des athlètes du top mondial, mais on voit quand même la force. Je ne dis pas que Léon ne travaille pas, mais on voit quand même la force de la génétique. Et il signe la fin de la récré, quoi. Bah, c'est clair, de toute façon, là tu nous demandais un choix de champion, mais on aurait déjà pu citer tous les médaillés et tous les Français qui étaient quand même présents, parce que déjà, pouvoir être sectionné pour les JO, c'est une véritable performance, faut pas la négliger. Pouvoir briller au plus haut niveau, être sur un podium olympique, c'est une énorme performance. Donc avoir la médaille d'or, c'est encore plus. Et effectivement, moi je suis totalement d'accord avec toi. Il y a le talent initial voilà, qu'on peut aussi notamment résumer à la génétique, mais il y a tout le travail, c'est un ensemble. Mais effectivement, si à la base, on n'a pas les qualités nécessaires, et alors, il y a les qualités propres, il y a aussi la qualité de l'environnement, du réseau dans lequel on est. Là, je fais un petit clin d'œil à Raphaël Vercher, qu'on avait interviewé il y a quelques années, et qui avait beaucoup sur le principe de la méritocratie, dire que le sport c'est vraiment le mérite, le plus fort gagne. Il faut aussi un peu pondérer, parce qu'il y a quand même aussi, est-ce qu'on est né au bon endroit, dans la bonne famille, avec les bonnes qualités, et aussi socialement les bons atouts pour nous accompagner. Ça fait aussi pas mal de différence. Bien sûr, ça c'est évident. Alors on a 6 médailles d'or, 9 médailles d'argent, 5 de bronze, donc 20 médailles. Donc on est au 31 juillet. On est 3e après la Chine, le Japon. Pour l'instant, largement devant les Américains qui ne sont que 7e. Et mon petit plaisir, on est devant les Anglais. Ça fait toujours plaisir. On reparlera de l'athlétisme, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'épreuves et c'est là aussi où ça va se jouer. Est-ce qu'on va réussir à maintenir ? On en parlera tout à l'heure avec nos athlètes. Mais avant, on va parler de triathlon, puisque l'épreuve a eu lieu là il y a quelques heures à peine. Et c'est vrai qu'il y a eu un petit débat, tu vois, une petite polémique déjà avec ce début des Jeux. J'imagine que tu sais à quoi je fais référence. L'épreuve était initialement prévue chez les garçons mardi 30 juillet. Malheureusement, elle a dû être reportée à cause de la pollution de l'eau de la Seine. Avant de débriefer de l'épreuve, Fred, est-ce que tu penses justement que ça a pu avoir un impact aujourd'hui sur les performances des triathlètes ? Concrètement, si on avait fait la course hier, est-ce qu'on aurait eu le même podium selon toi ? Ou on sait qu'il y a des pics de forme, on sait aussi que voilà, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Est-ce que tu penses que ça a joué ? Alors sur le pic de forme de manière absolue, je pense pas, parce qu'on est un jour près. Donc si on était en forme hier, ça peut être le dos aussi, physiquement, on était en forme aujourd'hui. Après, les conditions n'étaient pas tout à fait les mêmes, notamment parce qu'il y a plu dans la nuit, encore assez tôt ce matin. Donc le taux d'humidité était un peu différent. Donc suivant comment on encaisse cette humidité-là, l'athlète peut réagir différemment. Et puis, il y a aussi la question de la gestion du stress, parce qu'en fait, les athlètes masculins, mais finalement comme féminins, ont passé la nuit en se disant mais ça se trouve, ça n'aura pas lieu aujourd'hui, mais ça aura lieu vendredi 2 août. Donc il y a cette sorte d'incertitude. Alors les athlètes, tout le monde réagit différemment, mais il y en a peut-être qui stressent pendant plusieurs jours. Donc il y en a qui stressaient depuis vendredi, et finalement ça leur ajoute une journée de stress avec tout l'influx nerveux que ça bouffe. Donc peut-être eux sont arrivés encore un peu plus, entre guillemets, fatigués nerveusement, et à un moment ça a un impact. Et certains qui peut-être vont se mettre à stresser les 2 dernières heures ou la dernière nuit, qui du coup ont moins été impactés. C'est difficile de dire si la course avait eu lieu hier, est-ce que ça aurait été la même ? Honnêtement, c'est très compliqué de répondre à cette question. Je pense qu'on n'aurait pas eu le même podium. Moi, je pense que vraiment ça tout change. Et puis, c'est vrai que les athlètes ont su, je crois, officiellement, c'était vers 4h du matin. Ouais. Donc, en fait, on l'a tous vécu la veille d'une compétition, et particulièrement une finale olympique. On est stressé parce qu'il y a des mécanismes qui se mettent en place. Il y a aussi tout un système hormonal aussi. Il y a de l'adrénaline qui va être générée. Et donc, le corps, il se prépare à quelque chose. Forcément, quand ils se sont réveillés, si tu veux, ça fait caduc. Donc, tout ce système un peu hormonal, où des fois, c'est vraiment une force, il y en a... Voilà, ils auraient peut-être eu les jambes, d'autres un peu moins. Tu vois, forcément, ça a dû jouer. Après, heureusement, on a eu une belle édition, une édition magnifique. Je pense que là, il y a eu pas mal de polémiques autour de l'eau de la Seine et tout, mais quand même, les images étaient belles. Toi, j'imagine, Nolwenn, c'était assez spectaculaire quand même, ce parcours en plein cœur de Paris.
J'ai vraiment apprécié. Donc moi, je l'ai regardé à la télé, donc j'ai pu observer toute la partie natation. Et honnêtement, c'était très beau à voir. Ouais, franchement, ça va rester dans les mémoires. Je vous propose qu'on passe tout de suite au débriefing de cette course. On avait 6 athlètes français qui ont participé à cette finale du triathlon. Chez les filles, on a retrouvé 2 habitués des grands championnats, à commencer par Cassandre Beaugrand, vice-championne du monde en titre. Léonie Perriot aussi, qui fêtait ses 30 ans aujourd'hui et qui arrivait à Paris avec beaucoup de confiance après sa victoire en solitaire à Yokohama. Et sans oublier la petite nouvelle, la Savoyarde, Emma Lombardi, 22 ans, qui débarque sur circuit olympique avec des étoiles plein les yeux. C'est vrai qu'on l'avait vu sur les championnats d'Europe, mais voilà, c'est pas encore une habituée des championnats. Franchement, sur le papier, ça sentait bon quand même la médaille. Fred, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est joué sur le terrain? Je crois que la natation a été un peu particulière. En fait, il y avait énormément de courants dans la Seine, visiblement. Et du coup, celles qui étaient pas forcément les plus à l'aise en natation ont tout de suite pris un coup derrière la tête. Mais on pense à Léonie Perriot, par exemple, qui n'est pas sortie en très bonne position sur la natation. Derrière s'enchaîne une chute au vélo. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle n'était pas bien placée? Enfin voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent. On a eu un groupe finalement assez compact quand même, et qui s'est étiolé au fil de la course. Et finalement, c'est sur les 2 derniers tours de la course que la médaille s'est jouée. Moi, j'ai le sentiment, comme ça, de l'extérieur, une gestion tout en maîtrise de la part de Cassandre Beaugrand, vraiment, qui semble avoir voulu faire ce qu'elle voulait au moment où elle le voulait sur cette course et semblait finalement intouchable. Elle était favorite avec tous les enjeux que ça représente en concourant à la maison, et elle a répondu à ce statut-là. Donc, on a vu son émotion à l'arrivée, elle qui n'est pas forcément la plus expressive des athlètes. Voilà, un très beau triathlon féminin. Mais c'est vrai que sur la partie natation, il n'y avait pas débat, quoi. C'est-à-dire que si tu faisais pas partie des meilleures nageuses, c'était pas la peine. Il y avait un courant qui était extrêmement fort. Je pense même que tu mets quelqu'un... Moi, tu me jetais dans la Seine, là, je me noyais. Le courant était tellement extrême qu'il fallait quand même bien nager. On l'a vu, à l'aller, ils avaient le courant dans le dos, donc là, c'était des petites fusées. Et sur le retour, on voyait vraiment qu'ils n'arrivaient plus à avancer. Moi, ça m'a donné l'image, tu sais, comme quand tu essaies de remonter un escalator dans le sens inverse. À un moment donné, à la fin, tu n'arrives pas à monter. C'était vraiment exactement ça. Et là, malheureusement, voilà, si tu faisais pas partie des meilleures nageuses du circuit, tu n'avais quasiment aucune chance. Une partie vélo aussi, très technique, surtout que les filles, le sol était détrempé avec des pavés. Il y avait beaucoup de passages piétons. Et pourtant, les filles, elles ont pris des risques. À l'image aussi de Buffy, qui a fait une super natation, une super sortie de l'eau. Et dès qu'elle a pris le vélo, elle est partie en tête. Elle a pris tous les risques. Léonie Perriot aussi dans le 2e, 3e groupe. Après, elle a chuté. Les filles, elles ont attaqué. Elles ont réussi à reprendre 15 secondes. On n'a pas vu un peloton compact où on se regardait un petit peu. Chez les filles, là, vraiment, il y a eu de la bagarre, quoi. Nolwenn, je ne sais pas ce que tu en penses. Ah oui, donc déjà, tout d'abord, la médaillée sortante, Flora Duffy, qui est partie aux avant-postes sur la natation et sur le vélo, qui finalement s'est fait rattraper, mais on saluera quand même la prise de risque. Ensuite, sur la course à pied, on avait quand même un quatuor qui s'est bien regardé pendant une bonne partie de course jusqu'à ce que Cassandre s'envole littéralement comme elle sait si bien le faire. Jusqu'au bout, moi j'ai douté. Cassandre était favorite, mais jusqu'au bout, j'ai quand même douté. Ouais, c'est vrai. Et puis, on peut saluer aussi la performance de Julie Déron, la Suissesse. On ne l'attendait pas forcément à ce niveau-là. Je crois qu'elle avait fait au Man Test dans le top 10, qui a fait une super course aussi, qui a pris les devants de la course au début parce qu'elle savait qu'elle était peut-être un petit peu moins forte qu'une Cassandre. Disons que dans le triathlon, c'est une référence et c'est quelqu'un qui a eu des très bons résultats. Mais cette saison, elle était un peu en dedans, donc on l'attendait pas aux avant-postes clairement, et elle a joué crânement sa chance jusqu'au bout. En fait, elle a pris je pense qu'elle a pris tous les risques, et ça a payé puisque elle fait quand même médaille d'argent. Bravo à elle en tout cas. C'est vrai que ça fait plaisir à la Suisse, et d'ailleurs on en profite pour saluer nos auditeurs suisses qui nous écoutent. Voilà, une belle course en tout cas. Une Cassandre Beaugrand qui avait connu des hauts, qui avait connu des bas. Sur le vélo, on s'attendait un petit peu au pire, surtout quand on a vu le parcours, parce qu'on savait que c'était pas forcément son point fort. Et pourtant, elle était là, dans le peloton de tête. Alors, pas forcément pris de relais, mais en tout cas, elle était bien aux avant-postes. Je crois qu'elle a fait un travail de préparation mentale aussi pour revoir un peu tout ça. Et ça a apporté ses fruits. On voit qu'elle a débloqué quelque chose là.
mentalement? De toute façon, c'est clair, entre guillemets, on ne pouvait pas mettre ces échecs passés, ces échecs entre guillemets, forcément sur ses qualités, sur son entraînement, et on pointait du doigt un peu l'aspect mental des choses. Et effectivement, elle a décidé de s'exiler, alors ça fait un petit moment maintenant. Peut-être que ça lui a fait du bien aussi de se retrouver dans un autre contexte d'entraînement, dans un autre environnement. Et certainement aussi avec une approche un peu mentale de la compétition qui est peut-être un peu différente de ce qu'elle a pu connaître, de ce qu'elle pratiquait dans son groupe d'entraînement en France. Et là, on voit les résultats parce qu'on ne s'imagine pas la pression que subissent, même de manière inconsciente, ou que se mettent même eux-mêmes les athlètes français, notamment quand ils sont désignés favoris, lorsqu'ils arrivent sur les épreuves des Jeux Olympiques à Paris. Ils sont favoris, donc quand on est favori, il y a une pression de ouf, mais en plus à domicile avec tout le monde qui attend après vous, et puis Cassandre le sait très bien, si elle passait à côté là, il y en a beaucoup qui allaient s'en donner à cœur joie pour la descendre, comme à chaque fois qu'elle passe à côté d'une course, les loups sont là prêts à aboyer, et elle le savait aussi, et ça mine de rien, rajoute un petit truc, et c'est peut-être aussi pour ça qu'elle s'est exilée pour sa préparation, parce que voilà, se mettre un peu au calme avant de rentrer dans l'arène, et ça lui a réussi parfaitement. En tout cas, voilà, il faut prendre des risques aussi, à l'image de Léonie, qui n'a pas hésité à quitter son groupe d'entraînement, partir à Saint-Raphaël quand les choses n'avancent pas. Il faut des fois savoir un peu secouer le cocotier pour essayer d'inverser la tendance. Alors, on ne peut pas parler de cette course féminine sans parler d'Emma Lambardi, 22 ans. Elle avait déjà connu une sélection internationale avec les championnats d'Europe, où elle avait été d'ailleurs médaillée. Mais là, on est sur des Jeux Olympiques. C'est le Graal. On est à Paris, 22 ans. Elle est sur le circuit pour 2022, donc assez récent. Et on la voit très sûre d'elle, une natation incroyable. Sur le vélo, elle aussi, elle n'hésite pas à se mettre avec les meilleurs malgré les dangers. Il y a eu énormément de chutes. Il faut rappeler que c'était très, très glissant chez les filles. Et vraiment, il y a eu énormément de courage. Ça, c'est indéniable. Et sur la partie course à pied, où on sait que l'expérience, c'est très important, surtout sur 10 km. Voilà, il faut du temps pour pouvoir avoir de la caisse et de la vitesse. Elle a quand même réussi à accrocher. Elle a essayé de remonter sur porteur. Ça n'a pas malheureusement été récompensé. Une 4e place, c'est dur de finir au pied du podium avec le talent qu'elle a. Mais sur Los Angeles, là, on tient peut-être notre prochaine médaille d'or. Ce qui est toujours difficile avec les profils jeunes comme Lambardi, c'est est-ce que c'est une athlète qui est mature avant l'âge, ou est-ce que c'est justement l'insouciance de l'âge? Et ça, c'est en fait la suite de sa carrière qui va nous donner des indices sur finalement, est-ce qu'elle a acquis une maturité déjà à son âge qui est hors norme, et c'est souvent le cas des grands champions, et elle en a l'air d'avoir l'étoffe, ou est-ce que c'est parce que justement elle a cette jeunesse, un peu cette fougue, même si elle est quand même maintenant récente, mais ça fait quand même 2 ans aussi. Elle n'a pas débarqué dans le triathlon, évidemment. On ne fait pas 4e au JO, on est débarqué il y a 6 mois dans le triathlon. Chez les catégories voilà. jeunes. Donc, mais voilà, c'est effectivement celle qui se présente comme la grande relève du triathlon français. Voire même du monde, je pense que là... Oui, mais parce que vu qu'on domine le monde maintenant, c'est puisqu'on a le titre olympique, lorsqu'on domine le triathlon français, on domine le monde. Voilà, c'est un nouveau paradigme à partir d'aujourd'hui dans le triathlon féminin. Enfin, c'est ma lecture des choses. Première médaille olympique en solitaire depuis de l'histoire. Quand même. Donc la France... on avait un petit peu de retard. Et puis, ça souligne d'autant plus l'exploit de Cassandre. Je reviens vite fait sur Cassandre, parce qu'il y avait aussi cette attente-là. Le triathlon en individuel n'avait jamais eu de podium. Donc là, c'est directement un podium et une médaille d'or. Mais pour revenir à Lambardi, on l'attend comme la future star du triathlon. Et espérons, elle a tout pour réussir, et espérons qu'elle confirmera ça dans les épreuves de Coupe du Monde d'ici Los Angeles, et à Los Angeles évidemment. Bon, en tout cas, moi j'ai adoré suivre cette course-là. J'avais beaucoup d'attentes pour la course des garçons. Et c'est vrai qu'on a eu une belle course, mais voilà, j'ai été un petit peu déçu, moi, à titre personnel. Je vais vous expliquer pourquoi. On avait aussi des Français capables de décrocher la médaille d'or, voire même de faire un doublé. Les commentateurs, après la victoire de Cassandre, ils croyaient déjà à ce doublé, voire peut-être même triple français sur les Champs-Élysées. On retrouvait, en l'absence de Vincent Louis aussi, 3 Olympiades, Vincent Louis, qu'on avait trouvé à Londres, à Tokyo, à Rio, malheureusement absent en France, alors qu'il avait fait quand même une belle saison, mais une telle densité cette année dans le triathlon tricolore avec Pierre Lecor, Léo Bergère et Dorian Coninx. Là encore, des athlètes extrêmement talentueux. Tous avaient leur chance de monter sur le podium. Est-ce qu'on a
assister à une course aussi bagarreuse que celle des féminines. Toi, qu'est-ce que tu en as trouvé? Fred, comment tu l'analyses un peu cette course-là? J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus d'attentes et que finalement, tout le monde a un peu attendu la course à pied pour voir comment les choses allaient se goupiller, en se disant que ça allait se régler à ce moment-là. Et finalement, voilà, la course à pied, c'est SCI qui l'emporte de manière, je ne vais pas dire assez logique, mais presque assez logique, en prenant un minimum de risques finalement. À un moment, on a l'athlète néo-zélandais qui a quand même essayé, peut-être se sachant moins fort sur le finish, de faire une petite différence, donc il a pris un peu de risque. Mais alors après, c'est toujours facile derrière l'écran de dire ça. Peut-être un petit sentiment de course peut-être un peu attentiste de la part de nos deux Français, Le Corps et Bergère. Mais après, c'est très facile de dire ça derrière l'écran, et ça se trouve, c'était une tactique. Ça se trouve, c'est simplement les limites du jour. Ça, on ne sait pas trop, et qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu. Donc, on a quand même une médaille, donc il faut les féliciter, mais on est évidemment là aussi déçus parce qu'il y a une 4e place, et on peut se dire sur les 2 courses, on aurait pu avoir 4 médailles, et on n'en a que 2. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, il fallait des qualités en natation pour pouvoir espérer briller aujourd'hui. C'est le cas, parce que nos Français, c'est quasiment les meilleurs sur le circuit. Alors, on aurait dû avoir Tristan aujourd'hui, ça aurait été sympa aussi, parce qu'effectivement, on n'est pas forcément expert de cette discipline, mais voilà, on suit quand même le triathlon depuis maintenant une dizaine d'années. Toi, par exemple, Nolwenn, qu'est-ce que tu en as pensé? Tu t'attendais à quoi? Est-ce que tu pensais aussi qu'on allait réaliser un doublé? Alors, moi, je misais tout sur Yi, même si je souhaitais que nos Français réalisent quelque chose. Quand je l'ai vu en difficulté, j'y ai cru. J'ai cru que Léo Bergère pourrait remonter. Après, je l'ai vu s'envoler, donc j'ai compris que ce ne serait pas le cas. J'ai eu un pincement au cœur quand j'ai vu les 2 Français et que j'ai su qu'ils allaient se disputer la 3e place, parce que j'apprécie beaucoup Pierre Lecor. Je trouve que c'est un athlète qui a de très bonnes qualités, qui est très réfléchi sur ses courses. Peut-être qu'il l'a été trop aujourd'hui, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense quand même que le triathlon français se porte bien sur ces Jeux, et j'attends le relais. Le relais, là, il va falloir essayer d'aller espérer chercher la médaille d'or. Si ne chope pas une petite bactérie avec la Seine, hein. D'ici là, en espérant, on va pas leur porter l'œil. Mais c'est vrai que sur le vélo, bon, moi, j'ai quand même eu l'impression qu'on a mis un peu sur un fauteuil Alex. Voilà, parce qu'on sait que c'est l'un des meilleurs coureurs. C'était très attentiste. Ça a beaucoup parlé aussi, les commentateurs donc à la télévision. Alors, voilà, j'imagine qu'ils étaient bien informés, mais d'une course au cardio où on regardait quand même pas mal les montres, le cardio. Moi, je suis assez surpris comme ça sur des courses finales olympiques. La data, c'est bien, mais quelquefois aussi, on est capable de surpasser le naturel, surtout quand il y a du public, surtout quand on est porté. Et il faut savoir aussi des fois courir un peu à l'instinct. Et c'est peut-être ce qui a un peu manqué. Moi, en tout cas, c'est le regard que j'ai. J'ai trouvé une course très pragmatique. On ne prend pas de risques, on n'essaie pas de prendre des relais, on n'essaie pas d'attaquer. On est assez attentiste. Finalement, ça s'est joué sur un 10 km. Les 2 épreuves, on se demandait à quoi servaient, quoi. Mais c'est exactement ça, mais après, c'est comme je disais, reste à savoir, est-ce que c'était tactique, c'était voulu, est-ce que c'était subi parce que finalement nos athlètes tricolores n'avaient pas aujourd'hui les moyens de faire plus? C'est la vraie question. C'est la vraie question de faire la course au cardio. Bon, c'est les commentateurs qui le disent, peut-être ils sont bien informés. Après, la problématique, on sait que dans le monde du triathlon, on fonctionne beaucoup comme ça. Et si on passe son année, une carrière, une Olympiade, à s'entraîner de cette manière-là et à faire les compétitions de cette manière-là, on peut pas fonctionner différemment le jour J. Donc c'est soit on met en place une stratégie de course sur la période de préparation de l'Olympiade qui fait qu'effectivement on se sert de la data, mais on sait aussi s'en détacher. Mais si on est toujours entre guillemets collé dessus, c'est le jour J, voilà, un athlète de haut niveau, il a besoin de repères, il a besoin de entre guillemets, pour sortir de sa zone de confort, il a quand même besoin d'être dans une zone de sécurité. C'est l'ambivalence entre tout, et il peut pas inventer quelque chose quasiment qu'il a jamais fait, sauf certains profils atypiques, ça existe toujours. Je ne connais pas assez le corps et Bergère pour dire si c'est le cas ou pas, mais voilà, il me semble que quand même le monde du triathlon et même le monde, je dis du triathlon, mais on le voit aussi en course de fond, en athlée, est de moins en moins prompt à produire et à proposer ce type d'athlète où tout est de plus en plus contrôlé. Hein, c'est pas propre qu'au triathlon. Ça, c'est la professionnalisation aussi du sport. Il y avait un autre élément, on n'en a pas parlé, mais c'est la chaleur. Alors, un avantage, c'est que la piste de vélo avait beaucoup séché par rapport aux filles où c'était très glissant. Voilà.
Moi, je le redis, j'aurais aimé avoir quelques attaques, j'aurais aimé avoir un peu plus d'audace sur la partie vélo. Bon, après, on a mangé du caviar hein, sur la première course. C'est normal que j'étais aussi un petit peu exigeant. Mais il y a peut-être aussi une autre donnée par rapport au matin très tôt, c'est qu'il faisait beaucoup plus chaud et surtout de l'humidité. Et on sait que l'humidité, c'est terrible. L'impression que j'ai, c'est que les profils puissants, plus musculeux, tu vois, comme on peut avoir chez nos athlètes français, qui sont des athlètes très puissants, n'ont pas forcément été favorisés par rapport à ça. Parce que les profils plus légers, plus minces, et on l'a vu avec Cassandre Beaugrand, on l'a vu aussi avec Emma, c'est vrai que les filles, tu vois, c'était les profils quand même les plus économiques. Hein. On a vu Buffy qui est aussi plus en puissance, qui a beaucoup souffert sur la partie running. Est-ce que ça a pu jouer? Est-ce que clairement aujourd'hui il fallait être très fin, très léger pour pouvoir mieux emmagasiner cette humidité parce qu'on a une économie de course qui va mieux marcher. Voilà, parce qu'on a moins de muscles, on est moins lourd, donc on est plus économique et on tire mieux son épingle du jeu quand les conditions sont très dures. Alors, si on regarde les résultats, on dira oui. Enfin voilà, il y a un moment, c'est difficile là aussi de dire bon, c'est absolument de cette manière-là, mais ce que tu dis est très juste. Un profil qui est plus puissant, qui est un peu plus lourd. Alors, pour celles et ceux qui nous écoutent, hein, là, évidemment, on parle de lourd en termes de puissance, mais suivant les profils, il peut y avoir de grosses différences. Et effectivement, si on est plus lourd, on est plus puissant, on va plus le payer. Évidemment, encore plus dans ce type de conditions. Et tu avais raison de le souligner, au-delà de la chaleur, il y a l'humidité. Il y a l'humidité et le taux d'humidité est presque plus important que la valeur brute du thermomètre en fait. Et c'est ça qui a le plus impacté les athlètes. Donc est-ce que certains, et ça on ne le sait pas forcément non plus, parce que évidemment, même si les athlètes partagent beaucoup de choses, notamment sur les réseaux, ils disent pas tout, et bien heureusement. Est-ce que certains s'étaient plus préparés à ce type de conditions ou pas? Ça, on ne le sait pas. Et ça se trouve, là aussi, il y a eu des petites différences. Des entraînements en voilà. thermoroom à 40 degrés, justement, ils ont beaucoup joué sur ça, comme ça pouvait être le cas aussi à Rio. Mais voilà, finalement, il y a aussi la part génétique. On a beau s'y préparer, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a eu quand même des podiums et des Français qui soient bien placés. Ça aurait été peut-être pire dans ces cas-là, mais on ne fait pas de miracle. L'entraînement ne peut pas tout non plus, peut limiter, mais peut pas tout, quoi. Exactement. Avant de passer dans la deuxième partie de notre podcast, on passera à la partie athlétisme et on parlera un peu de nos meilleures chances de médaille, on va un peu tout décortiquer. Mais avant ça, j'aimerais qu'on prenne un instant pour notre première rubrique. On entend souvent parler, Fred, de l'héritage laissé par un événement comme les Jeux Olympiques. Et justement, Nolwenn, toi, tu vas nous parler de... voilà, qu'est-ce qui va rester après les JO, parce que ça se finit là dans une dizaine de jours. Voilà, quelle est déjà cette notion d'héritage et à quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Est-ce que la France va devenir un pays encore plus sportif qu'elle ne l'est déjà? Alors l'héritage des Jeux, c'est quand même un enjeu dont on entend beaucoup parler. Héritage, on pense héritage au sens large, donc que ce soit en termes d'infrastructure, en termes de retombées culturelles, en termes de résultats sportifs aussi et de ce que ça va provoquer chez nous. Donc d'un point de vue purement matériel, c'est une question qui est déjà assez épineuse parce que c'est quelque chose qui avait fait débat régulièrement dans les JO précédents. On pense à Rio, à toutes les infrastructures qui ont été fermées et abandonnées. La Grèce aussi, hein, Grèce, c'était catastrophique, hein, avec vraiment des stades qui ont été construits pour 3-4 jours. Donc maintenant les enjeux économiques et surtout environnementaux, on l'accepte plus, ça. Exactement. Alors que nous, à Paris, on a pris un parti différent, c'est que sur les 32 sites qui vont accueillir des épreuves olympiques, 95% sont déjà préexistantes. Donc on pense notamment au château de Versailles, au Stade de France, etc. Aussi le vélodrome de Saint-Quentin, qui a été certes rénové, mais qui existait déjà. Sur les sites qui ne préexistaient pas, on a quelques sites qui ont été créés pour l'événement, mais qui sont entièrement démontables. Donc finalement, ils seront simplement démontés à la fin des épreuves et ce seront d'autres projets qui seront à la place. Ensuite, on a quelques infrastructures qui ont été créées spécialement pour les Jeux. C'est le cas notamment du village olympique. Ils seront reconvertis derrière. Ce sont des projets qui ont été pensés en amont et on sait déjà ce qu'ils deviendront par la suite. Alors justement, qu'est-ce qu'ils vont devenir ces beaux logements? Alors le village olympique, il faut savoir que c'est un sacré village puisqu'il est fait pour accueillir 14 500 athlètes. On ne parle pas d'une petite bourgade. Il sera par la suite reconverti. Ça fera à peu près 2800 logements pour environ 6 000 habitants, dont 25% de logements sociaux. On pourrait y retrouver aussi des logements étudiants, des écoles et des commerces de proximité.
Alors, je crois savoir que c'est pas forcément une bonne opération immobilière parce que apparemment, c'est un peu du mal à se vendre. Donc, à mon avis, ce que j'ai cru comprendre, c'est que la part des logements sociaux va être un petit peu plus augmentée. C'est vrai qu'il est situé au bord du périphérique, ce village olympique. C'est pas fort. Il est pas loin de chez toi d'ailleurs. Enfin, anciennement chez toi, Anciennement. Fred. Est-ce que tu as déménagé depuis? Oui, parce que j'ai vécu à Saint-Ouen et il est vraiment à côté de là où je vivais effectivement. Oui, je pense que c'est pas forcément les coins les plus courus pour l'investissement immobilier. Effectivement, donc je suis pas très surpris, mais en même temps, c'est des territoires qui ont énormément besoin de logements, et notamment de logements sociaux. Donc si le fait qu'il y ait moins d'investisseurs puisse accroître la part de logements sociaux, je trouve que c'est très bien parce que finalement, les populations locales, le bassin local va pouvoir en profiter. Et je trouve que c'est quand même toujours mieux quand finalement ça profite aux gens sur place qui en ont peut-être le plus besoin. Ouais, ça c'est évident. Alors on aurait aimé peut-être une nouvelle piste d'athlétisme à Paris. C'est vrai que des fois c'est un peu l'embouteillage, mais bon, voilà, on est déjà quand même une ville assez gâtée en termes d'infrastructure, donc on va pas faire les fines bouches. Il n'y a pas seulement que le matériel. Il y a aussi, et moi j'aimerais qu'on prenne 5 minutes là pour en parler, c'est aussi l'héritage culturel. Est-ce que vraiment ça va donner, à votre avis, le goût du sport? Là, l'enfant, voilà, on a Adrien là qui est à côté de nous. Est-ce qu'il va avoir envie voilà, c'est dans le public, on a la chance d'avoir un jeune enfant. Est-ce qu'il va avoir envie d'aller s'inscrire? Est-ce que ça va donner envie de faire du sport? Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on peut s'interroger. Est-ce que les clubs vont avoir plus de demandes, par exemple? Est-ce qu'on a déjà des petites tendances par rapport à ce qui s'est fait avant, Nolwenn? Alors pour Adrien, je pense qu'il répondrait mieux que moi, mais dans tous les cas, je pense, et je ne suis pas la seule à le penser parce que c'est la tendance qui se dégage à chaque fois qu'un gros événement a lieu dans un pays, qu'on va forcément avoir un engouement autour du sport. L'avantage des JO, c'est que ça concerne tous les sports et non pas que le foot, comme par exemple la Coupe du Monde qui a pu voir augmenter le nombre de licenciés quand ça a eu lieu en France, d'autant que la France en plus a été vainqueur. On est quand même dans un contexte qu'il faut rappeler parce que c'est quelque chose qui nous tient, nous, à cœur dans le podcast, dont on a déjà parlé plusieurs fois, de sédentarité extrême. On a les jeunes qui n'ont jamais été en aussi mauvaise santé qu'aujourd'hui. On a pu voir des initiatives qui ont été mises en place. Donc, je pense notamment au passeport qui permettait de financer à hauteur de 50 € pour les plus jeunes des licences et dans les clubs où ils voulaient s'inscrire. Mais finalement, en fait, ces initiatives ont tendance à pas fonctionner comme on le souhaiterait et il y a beaucoup d'observateurs qui se posent la question et qui estiment que finalement, ce qui nous manque, c'est l'émotion. Et c'est l'émotion qui va être apportée par ces JO. On sait que pour pouvoir mettre les gens au sport, il faut créer de l'émotion. Le sport, c'est quelque chose qui rassemble. On en a parlé, on a parlé des athlètes qui nous ont surpris. On a tous quelque chose d'émotif quand on suit les JO. Et c'est sur ce levier-là qu'il va falloir jouer. C'est sur ce levier-là qu'on va pouvoir faire la différence, notamment auprès des plus jeunes, pour espérer avoir une augmentation du nombre de licenciés, mais aussi du nombre de pratiquants, même en dehors du cadre fédéral. Tu y crois, toi, Fred? En fait, ça va dépendre, mais ça rejoint ce que dit Nolwenn. Ça va dépendre d'une part des résultats et de qui porte ces résultats. Est-ce qu'on a des grandes figures? Je prends un exemple, je pense que le nombre de pratiquants de rugby à 7 va fortement augmenter à la rentrée. Parce que c'est une équipe qui a brillé. Avec des sportifs charismatiques aussi. C'est quand on les a vus. Voilà, il faut des sportifs charismatiques qui transmettent de la joie, du bonheur, des choses simples, pas de polémique. Les gens sont heureux de les voir, ils sont contents de faire la fête avec eux. Bienveillance. Et quand on a des athlètes qui ont ce type de profil, honnêtement, derrière, on sait que quel que soit le sport, il y a les rentrées de licence. Enfin, je suis désolé de le parler comme ça, mais je parle en tant que dirigeant d'un club. Il y a des rentrées de licence et on a beaucoup plus d'enfants, même d'enfants au-delà des parents qui se disent mais tiens, j'ai envie d'être comme un tel, comme un tel, comme un tel. Depuis plus de 10 ans, le judo bénéficie de l'aura de Teddy Riner. Il y a d'autres champions, mais il y a quelque chose qui a été initié avant lui par les Jamel Bourras et autres. Et après, il y a eu aussi Teddy Riner qui est arrivé à un moment et qui a posé. Et voilà, et chaque génération apporte son champion. Et si on sait rebondir dessus, à l'époque de Marie-Jo Pérec, l'athlète était vraiment, et notamment le sprint long, était vraiment Stéphane Diagana, une discipline aussi, favori.
si on a par exemple en athlétisme, on en reparlera, on a vraiment une figure qui émerge, et ben, là on a aussi plus d'engouement. Mais ça part de l'émotion, je suis totalement, et de l'émotion partagée et pas de l'émotion froide d'une médaille. C'est vraiment derrière, est-ce qu'elle est vécue comme quelque chose qui finalement est partagé par l'ensemble. On va se dire, je vais employer des grands mots, mais de la nation en fait. C'est plus la médaille d'un tel, mais c'est la médaille de la France. Après, il faut aussi que Voilà, on a beaucoup parlé du sport, forcément avec les Jeux de Paris. Il ne faut pas que ça s'éteigne aussi. Il faut que les politiques restent mobilisés sur le sujet, qu'il y ait encore... Ah, ça te fait sourire un peu, Fred. Est-ce que tu penses que une fois que les Jeux vont être terminés, on ne parlera plus de sport et on va passer à autre chose? On va revenir sur les législatives. En France, il y a moyen qu'on parte vite sur d'autres sujets. Non, je pense que, j'espère en tout cas que l'ensemble de nos dirigeants ont conscience de la problématique de sédentarité dont parlait Nolwenn, qui à terme sera la première cause de mortalité en France. Donc c'est quand même assez sidérant et inquiétant. Après, est-ce que vraiment on fait tout pour? Faudrait faire une émission spéciale là-dessus. On en fera une, mais c'est vrai qu'on est la génération là qui arrive, enfin cette génération, les jeunes d'aujourd'hui, sont les seules générations à laquelle on estime qu'ils vont vivre moins vieux que leurs parents. C'est-à-dire qu'à l'échelle de l'humanité, on a toujours vécu. Voilà, parce que la médecine s'est améliorée, parce que l'alimentation s'est améliorée, on a toujours vécu plus longtemps que nos aînés. Et il est possible quand même là, avec le diabète qui explose, avec tous les problèmes aussi liés aux maladies dégénératives qui sont liées directement à notre mode de vie, Parkinson, Alzheimer, voilà, en tout cas on pense qu'ils sont beaucoup liés à la sédentarité, ça va faire reculer l'espérance de vie. Donc c'est quand même assez dramatique, des enjeux de santé publique, parce que pour que les gens soient en bonne santé, le mieux, les médicaments c'est bien, ça fait tourner l'économie à court terme, mais c'est aussi que les gens restent en bonne santé, faire du sport, c'est aussi un moyen aussi d'éviter des traitements thérapeutiques, de tomber malade, c'est de la prévention. Donc c'est un enjeu de santé publique, il va falloir... à vraiment s'y attaquer. Il y a du mieux parce qu'on voit que les jeunes, et notamment la course à pied en bénéficie, les 16-20 ans se sont beaucoup mis au running là, depuis un an. On espère que ça va continuer. Mais il faut rester optimiste, évidemment. Et on va suivre ça. On s'y attaque. Après, voilà, il nous manque ce petit truc, cette petite chose qui va faire que tout le monde, une grande partie de la population française va se mettre au sport. Et je pense que les JO peuvent être cette petite étincelle qui nous manque encore aujourd'hui. On va parler justement de l'athlétisme dans la partie 2 de ce podcast. On va voir si on a des porte-drapeaux qui vont faire donner des frissons, la chair de poule aux Français derrière leur télé. On se retrouve tout de suite pour la partie 2 de cet épisode. Merci à toutes celles et ceux d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Merci à Pierre-Emmanuel, Justine, Hutto à la réalisation de cette émission. Et on se retrouve tout de suite pour la partie 2. À bientôt. À bientôt.